J'ai pas vu Doctor Strange, j'ai pas vu Ant-Man 2. Voilà, c'est... Ah, c'est la réunion des MCU anonymes. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe surhumaine. Ils ont muté et ont développé une sensibilité extrême aux films ratés. Résultat, ils repèrent les navets et les productions de piètre qualité au premier coup d'œil et les dézinguent sans pitié. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Rafik. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, il a des oreilles supersoniques, il manipule les courbes audio et les potards les yeux fermés. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on a pu sortir Déjà Vu, par exemple, notre nouveau programme sur les tropes du cinéma, présenté par Rafik. Si vous n'avez pas encore vu, il est dispo sur YouTube. Ouais, c'est bien, il faut le mater. Hein. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous, donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, on s'intéresse à un personnage issu du monde des comics et très pote avec les chauves-souris. Non, c'est pas Batman. Il est littéralement assoiffé de sang. Et non, c'est pas Dracula. C'est un personnage qui lutte contre ses pulsions dévorantes pour ne pas vider sa copine de son hémoglobine. Non, c'est pas Robert Pattinson dans Twilight. Aujourd'hui, on vous parle du docteur Michael Morbius. Morbius, le film, raconte l'histoire de cet homme atteint d'une maladie rare du sang. Déterminé à sauver les nombreuses victimes de cette pathologie, lui le premier, il tente le tout pour le tout en s'injectant de l'ADN de chauve-souris modifié. L'expérience est un succès, Morbius retrouve une vitalité de jeune homme et autant de force que s'il allait pousser de la fonte à la salle tous les matins. À un petit détail près, pour rester en forme, il doit maintenant s'enfiler un shot de sang frais toutes les 6 heures. Ouais, voilà, il est devenu une sorte de junkie vampire. Morbius, c'est le nouveau film du Sony Spider-Man Universe, un univers développé par Marvel Entertainment et Columbia Pictures et distribué par Sony, mettant en scène des personnages liés à Spider-Man. On y retrouve Venom, Venom 2, on en parlait ici en octobre dernier, mais pas le dernier Spider-Man. Bah oui, le dernier Spider-Man, il fait partie du MCU, le Marvel Cinematic Universe, habituellement porté par Marvel Studios et rattaché à Disney. Ça va, vous suivez ? Aux manettes de Morbius, Daniel Espinosa, réalisateur suédois. Après avoir fait ses armes auprès du public scandinave, il se fait connaître du grand public avec Easy Money en 2011. Il entame une carrière américaine avec Sécurité rapprochée l'année suivante, puis Enfant 44 en 2013. En 2017, il signe une première collaboration avec Sony pour le long métrage Life, origine inconnue. Dès 2018, il rejoint le projet Morbius et le film est annoncé pour août 2020. Sorti repoussé plusieurs fois à cause du Covid, le docteur suceur de sang débarque finalement sur les écrans le 30 mars en France et le 1er avril aux États-Unis. À en croire les premières critiques publiées sur la toile, le temps est à l'orage pour Morbius. Mais vous, c'est quoi votre météo ? Rafik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Alors, moi c'est de la neige, beaucoup de neige, mais comme les gens les plus jeunes qui nous écoutent ne connaissent pas ça, c'est quelque chose qu'on avait gamin lorsque les programmes télé s'arrêtaient. On avait sur l'écran de télé de la neige, qui sont en fait des interférences, et des gens parfois les regardaient, regardaient l'écran avec de la neige dessus en pensant y voir quelque chose. Alors qu'en réalité, il n'y avait absolument rien, c'est juste des interférences électromagnétiques. Donc voilà, de la neige, beaucoup de neige. Très bien. Stéphane ? Nuit noire, totale, le néant. Ok. Voilà, il n'y a rien. Julien ? Moi, je sais pas en fait, Clémence. Enfin, en fait, j'ai pas réussi à me lever, j'arrive même pas à ouvrir les rideaux en fait. Donc je reste au lit. Voilà. Très bien, la déprime totale.
Et ben, vous avez... Bah non, je suis bien, moi, dans mon lit. Tu préfères te préserver de la tempête qui est dehors. Pas de tempête. Je pense pas. Nous sommes dans un vide insondable. Bon, bah, on va parler de ça en détail tout de suite. Alors, Rafik, tu parlais de neige. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Bah écoute, je vais essayer d'en dire déjà quelque chose, parce que c'est bon de préciser qu'on a vu le film il y a quelques jours, mais c'est un énorme effort pour nous de nous en souvenir. Déjà, sur le trottoir à la sortie de l'approche, on était en train de se demander si on n'avait pas oublié la moitié de ce qu'on venait de voir. Moi, je pars avec d'énormes handicaps par rapport à ce genre de film, et à celui-ci en particulier. Il y en a deux. Le premier, c'est que je regarde pratiquement plus les films de super-héros qui se font depuis 10 ans. Ça a totalement, littéralement cessé de m'intéresser. J'ai même plus la curiosité, je dirais, professionnelle que peut avoir mon collègue Stéphane, voilà, qui fait l'effort d'y aller régulièrement. Donc déjà, je suis largué par rapport à ces histoires de rattachement à telle ou telle bannière, et j'ai aucune patience. Ça, c'est le plus facile, hein, pourtant. J'ai aucune patience vis-à-vis du manque absolu de propositions. Donc voilà, que les gens sachent que je suis le genre de mec qui déjà détestait Iron Man il y a 46 ans, quoi. Et la deuxième, c'est le comédien Jared Leto, avec lequel j'ai un énorme problème. Ça m'arrive pas très souvent au cinéma de plaquer sur des acteurs ou des actrices des sentiments qui ne touchent pas à leur métier, mais à la personne humaine qu'il y a derrière. C'est quelqu'un que je sens très mal, on va dire. Je me suis intimement convaincu que c'était une très très mauvaise personne, et ça me pose un problème au niveau de la narration, parce que dès le début du film, on sait qu'il est mourant, hein, ce personnage. Moi, en tant que spectateur, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il crève le plus vite possible, tellement je déteste ce gars. Donc c'était assez mal barré. Au-delà de ça, ma première surprise, si on peut dire, c'est la relative, indigence académique de la mise en scène. C'est-à-dire que le Marvel MCU a imposé un style de cinématographie hyper standardisé d'un film à l'autre, qui vraiment, moi, me rend presque malade, quoi. J'ai l'impression de regarder une série de pubs pour shampoing. Celui-ci, en fait, il appartient complètement à une catégorie de tous ces faiseurs qu'on a depuis des années, qui sont des gars comme Antoine Fuqua ou F. Gary Gray et compagnie, quoi. C'est-à-dire, ouais, bof, ok, d'accord. Ça me dérange pas en soi, ce type de mise en scène là. C'est juste que s'il n'y a pas quelque chose à raconter, c'est la mort. Et je trouve ça amusant, parce que je découvre que le projet a été proposé à Antoine Fuqua et qu'il a été proposé à F. Gary Gray. Et je me dis finalement, tu vois, et même eux, ils l'ont refusé. Même eux, ils ont refusé. Et que Daniel Espinosa, c'est vraiment le genre de type qui, d'après ce que j'ai pu voir de lui, c'est-à-dire des bouts de Safe House et de Life, est tout le temps en train de faire ce qui a été fait la veille, en fait. Hein. Il change sa manière de filmer, de mettre en scène en fonction on va dire, de la mode du moment. Donc, ça n'amène rien non plus à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ce qui est raconté. Et ce qui est raconté, c'est déjà un personnage assez compliqué dans l'univers Marvel. Moi, c'est un personnage que je pensais ne pas connaître, Morbius, avant de découvrir qu'en réalité, en recherchant dans ma petite enfance, je revoyais quelques couvertures de Strange et compagnie, et déjà à l'époque de me dire, ah oui, mais déjà il m'avait suffisamment peu marqué à l'époque pour que je le zappe ou je le mette dans un coin de ma mémoire, quoi. Morbius, faut le rappeler, hein, c'est un ennemi de Spider-Man à la base, et il est apparu pour la première fois en 71. Ouais. Dans The Amazing Spider-Man. Ouais. Une co-création. Enfin, je sais qu'il y a Gil Kane qui l'avait dessiné dans les années 70. Ouais. Mais effectivement, donc voilà. Et c'est un personnage qui en fait déjà souffrait de sa trop grande ressemblance originelle avec le personnage de Doctor Strange, qui était censé être l'incarnation du psychédélisme chez Marvel, très inspiré aussi par Bram Stoker et Dracula, et Morbius étant quasiment un vampire, on peut le dire. Voilà, bah évidemment ça joue des mêmes ressorts. Donc il n'a pas grand-chose à amener que Doctor Strange n'a pas déjà posé dans cet univers en termes on va dire, d'ésotérisme, de fantastique un peu plus gothique, etc.
Et le film, je sais même pas s'il le cherche vraiment. Alors, il avait été question que le personnage soit ressuscité dans le Blade de Stephen Norrington. Je crois que d'ailleurs qu'il y a une scène coupée sur le DVD Je ne me rappelle lui, pas, mais en tout cas, ça aurait été plus cohérent de le faire rentrer dans cet univers-là. ouais. Il apparaissait en caméo à la fin, ouais. Et puis la scène a été supprimée au montage. Mais on la retrouve dans les bonus DVD. Elle est bien dans les bonus DVD, donc ouais. Donc voilà, est-ce qu'on peut jouer la carte du vampirique dans ce film-là, du gothique vampirique? En fait, le film ne cherche même pas à... Enfin, je vais arrêter mon tunnel et renvoyer faire mes collègues. On n'a rien de cet ordre-là. On n'a rien. Julien, non, mais pour moi, c'est très compliqué parce que, en fait, des films de Marvel, des trucs comme ça, comme Venom 2 et tout, on en a déjà parlé. Moi, je vais pas revenir sur les problématiques de ces prods-là, sur... c'est inintéressant au possible. C'est un film fait par des abrutis, sur des personnages abrutis, pour un public qu'on estime abruti. Ça, c'est le seul truc qui sort un peu. C'est-à-dire que tout le monde est bête, quoi. Et en fait, ce qui est... mais bon, Raph l'a déjà dit mieux que moi, je ne pourrais le dire. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que on arrivait dans un système de production et de fabrication des films qui est suffisamment performante pour que ces trucs-là ne soient même plus des accidents industriels. C'est-à-dire que je pense qu'un truc comme ça, qui serait sorti il y a 20-25 ans, on aurait eu une petite chance pour que ce soit un peu rigolo, quoi. Un peu, voilà, il y a des maquillages un peu grotesques. Ou la Daredevil de Ben Affleck. Ouais, voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça. Hein. Daredevil, il y avait des trucs où je me rappelle, on avait un peu rigolé. Bon, tu rigoles pas beaucoup, hein. Moi, je vais pas garder le film pour ça, mais voilà. Là, tu rigoles même... Enfin, c'est même pas drôle, en fait. C'est tristement... plat et vide, en fait. Et il y a... moi, j'ai rien, en fait. Je sens donc que Rafik a cette espèce d'antipathie pour Jared Leto, mais moi j'aurais bien, et à la limite j'aurais ressenti un truc, quoi, au moins, tu vois. Même ça je l'ai pas eu, c'est juste qu'il est nul, ils sont tous nuls, tout est plat, la fille là elle est jolie, voilà, c'est tout, moi ce que j'ai retenu. Et puis tu vois, par exemple les maquillages, les effets spéciaux, c'est inintéressant, je veux dire, t'as vu ça partout. Alors là, il laisse des espèces de traces de pneus, là, si j'ose dire, derrière eux quand ils sautent. Ouais, mais c'est quoi? C'est censé être quoi? J'en sais rien, je m'en fous. Et puis, quand ils se transforment, il n'y a plus de maquillage prosthétique, c'est un truc de masque numérique. Alors, les traces de pneus, je peux vous le dire, parce que donc, là, le réalisateur en a parlé, ça vient de Pokémon. Bah voilà. Puisque donc il cherchait un moyen de montrer le pouvoir du personnage, voilà. Et effectivement, donc comme il est censé avoir un costume pourpre, il laisse des traces pourpres derrière lui, qui est la marque de la traînée en fait de son pouvoir, comme on en a des traînées sur les personnages. Mais sauf que quand il a un costume orange en fait, parce qu'il sort de prison. Quand il sort de prison, c'est une traînée orange du coup, effectivement. Okay. Donc c'était ça son explication. Il n'y a aucune cohérence, hein, c'est juste. Non, mais je pense que c'est un des rares trucs, à mon avis, qu'il a dû vendre sur un moodboard, un truc comme ça. Je pense au studio, tu vois, j'imagine. Et puis, mais je pense que si on se retrouve de toute façon, enfin, on a parlé des 1000 fois de tout ça, mais je pense que là, on se retrouve face à des films où les gars, ils sont tellement scrutés dans tous les coins et tout, ils font plus rien en fait. Donc effectivement, le mec, il est purement fonctionnel. Il y a aucun moment il y a un petit dérapage ou un truc. Encore une fois, moi j'aurais aimé que ce soit une catastrophe, comme tu me le demandais tout à l'heure là pour la météo, là, sur la tempête. Mais j'aurais aimé, il y aurait eu un truc, quoi, tu vois. Mais là, il y a rien. Ouais, je te sens dépité. T'es même pas en colère, t'es juste. Je suis désarmé en fait, parce que là, normalement, mon rôle, c'est de venir et d'apporter des infos, d'essayer de donner des perspectives, d'essayer de donner des billes. Je suis pas le moins bavard, moi je pense à ça le temps, hein, malheureusement pour vous parfois, et pas toujours, j'espère, mais et là j'ai rien à dire en fait, je sais pas pourquoi je suis là. Par contre je peux parler de Blade 2, tu veux qu'on parle de Blade 2, Clémence? Alors Blade 2, c'est un film de Guillermo del Toro, c'est trop bien. Alors tout ça, il y a Nomak, à la fin il est super émouvant, et puis il y a des bastons qui sont trop... Non mais voilà, j'ai rien à dire sur ce film. C'est un film qui n'existe plus, et je pense qu'il n'existera pour personne, nulle part, à aucun moment en fait. Sur l'accident industriel, sur la notion d'accident industriel dont parle Julien, moi je sais qu'avant d'aller voir le truc, j'ai regardé vite fait la fiche technique et de découvrir que les deux scénaristes, Matt Sazama et Buck Sharpless, avaient écrit un magnifique accident industriel qui est Gods of Egypt. Et je me suis dit, putain, c'est
super, quoi, génial, je On va se cours, marrer. je vole, quoi, j'y vais. On le rappelle pour les gens qui nous écoutent, un de nos aides préférés de ces dernières années, et un film qu'on regarde avec un vrai plaisir pour son immaturité, son écriture bordélique et tout ça. Mais là, effectivement, donc déjà, ces deux gars-là, ces deux scénaristes, c'est des purs produits on va dire des newsgroup geeks de la fin des années 90. Hein. C'est-à-dire des gars qui travaillent sur les tropes de la culture, de cette culture populaire et de comic book, sans jamais s'arrêter de comprendre qu'est-ce qui fait sa source. J'ai cité Bram Stoker et le psychédélisme par rapport à Doctor Strange, et donc par conséquent par rapport au personnage de Morbius. Enfin, dans le temps, un scénariste, on va dire, plus classique aurait été rechercher la source de ça. Il aurait nourri son récit à partir de ce qui a servi à constituer le personnage, parce que le personnage, au départ, est un personnage tragique, donc il y a déjà une dramaturgie qui est mise en place. Il est mourant, il n'a pas le choix de faire ce qu'il fait. C'est une forme de créature... comme on en a souvent dans le fantastique gothique, quoi, qui en croyant se sauver par la science se détruit et accouche et révèle le monstre qui est en lui. Donc il y a aussi un côté Dr Jekyll, Mr Hyde que tu peux mettre en place. Dans la BD originelle, Martine, donc sa nana, elle se faisait contaminer par les gens que lui-même avait contaminés, parce que bon, il faut le dire, dans le film c'est un tout gentil, hein, il se refuse à aller bouffer du sang humain. Alors que le personnage originel le fait, quoi. Il boit du sang bleu synthétique, voilà. oui. Oui, pendant tout le film, il lutte contre ses pulsions. Voilà. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on s'escrime à le rendre positif et sympathique alors qu'on sait que ça va devenir l'ennemi de Spider-Man. Ouais. donc Oui, mais un alors méchant. pourquoi? Mais si tu veux, tout ce qui aurait pu faire la sève dramatique de ce couple, tel que la BD l'avait travaillé, est totalement, mais alors, évacué. Mais c'est le seul truc à ressortir en fait de ces films-là, c'est que ils sont devenus tellement performants, les studios, dans la maîtrise des trucs, qu'ils ont livré ce qu'ils voulaient livrer, quoi. Un truc qui fait pas de vagues, qui fait rien, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as à mon tout petit niveau, moi j'ai déjà travaillé avec plein de gens qui viennent, qui te donnent des directives à gauche, à droite, à machin et tout. Et si tu écoutes tout ça, que tu rentres pas en combat et tout, alors moi ça n'avait rien à voir, c'était pas de la fiction et tout, mais je pense que tu arrives au bout d'un moment à ça, c'est-à-dire que t'as tellement de mecs qui viennent, qui mettent leur grain de sel et tout, tu te retrouves avec un truc comme ça qui encore une fois, j'en ai parlé sur Uncharted, mais qui ne vit pas, en fait. Donc, tu sais, on a un héros tragique qui vit... Raph, alors qu'il a des tonnes de trucs à dire. Qui vit une romance tragique, qui va finalement tuer son amour par sa propre faiblesse, si tu veux. Bon, là, je parle de la BD. Hein. Enfin, rien que ça, sur le papier, tu dis, bon, bah, il y a matière à faire quelque chose, tu vois. La personnage de Martine, qui accessoirement était une blonde pulpeuse dans la BD et qui est tout d'un coup devenue une... Je sais même pas... Elle est latino, c'est ça, l'actrice? C'est Adria Arjona. Elle est guatémaltèque. Non, son père est guatémaltèque. Ouais. Je précise parce qu'en fait, il y a dans le côté vampirique des images de la BD, il jouait beaucoup justement sur cette froideur de la blonde, quoi, si tu veux. Elle était inquiétante, quoi. Là, elle l'est pas vraiment. Mais encore une fois, le côté tragique. Enfin, genre, on peut dire que ce qui est censé être le point culminant du film, c'est spoiler. Voilà, spoiler, sa mort. Elle est juste, on sent Balek, mais je alors pense que c'est une des morts les plus inintéressantes dans ce film. Ouais. Non, mais cette mort, je crois que c'est une des plus inintéressantes que j'ai vues ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... C'est le degré zéro de l'émotion. Je me souviens même plus de cette scène. Je vous mens pas. Hein. Voilà. J'essaie de me souvenir de la scène. C'est quoi? Il est dans son sur le toit là. Mais parce que c'est évacué. Parce qu'en fait, elle lui donne son sang pour qu'il aille se battre contre machin truc là. C'est vrai. Putain, j'ai oublié ce truc. Mais Matt Smith. Le seul effectivement qui pourrait surnager du coup dans cette bouillasse, c'est le personnage de Milo joué par Matt Smith, qui est l'ami d'enfance, voilà, qui partage avec lui cette maladie et ce compte à rebours, on va dire, et qui refuse ce destin et qui se complaît du coup dans son rôle de monstre. Donc un antagoniste pareil sur le papier
aurait pu être bien. Alors lui, contrairement à Morbius, il a une vague construction scénaristique, parce qu'on le voit gamin s'en prendre plein la gueule, de développer une forme de haine, on va dire des humains normaux, quoi, qui pourrait expliquer ce qui devient. Mais Morbius, il est juste pas écrit du tout, quoi. Enfin, et encore une fois, dès le début, c'est aberrant. Matt Sazama et Buck Sharpless, ils ont quand même débuté, les mecs, en écrivant un scénario de Missile Command, là, le jeu d'Atari, et ensuite on les a mis sur un projet Cluedo de Hasbro. Donc ça donne un peu une idée de l'univers dans le scénaristique dans lequel ils bossent, c'est-à-dire c'est basiquement des mecs pour écrire de la franchise, quoi. Mais ils se complaisent aussi là-dedans. Je pense que c'est des gars qui bouffent effectivement du comic book, mais à au niveau le plus bêta, quoi, le plus bête. C'est chiant, quoi. Je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment responsables de ce qu'il y a à l'écran, hein, au final. Quand pendant des décennies, t'as des mecs qui se sont fait chier pour essayer de faire comprendre qu'il y avait de l'or dans ces récits, de voir qu'on a réussi à balayer à ce point ce qui fait la sève de... Encore une fois, les super-héros, on aime ça parce que ça veut dire quelque chose, parce que c'est profond, parce que ouais, c'est des mecs en pyjama qui font des bonds gigantesques, mais qui racontent un truc essentiel, quoi. Et si tu vires ce cœur-là, c'est même pas que tu le desserres, c'est que là, ils l'ont juste dégagé. Ouais, il faut que Rafik voit plus de ces films-là, en fait. C'est très bien, en fait, quand il est là. Je suis fatigué. Après, je sais pas ce que tu demandes, il y a une très belle référence geek, il y a le bateau qui s'appelle Murnau. Ah oui. Donc voilà, tu vois, je veux dire, ça, c'est injurieux, quoi. Non, bien sûr que c'est injurieux. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, dans Incontrôlable. Julien, à côté de moi, il a failli casser son siège à ce moment-là. Effectivement, il y a, bon, je rappelle pour les gens, dans le mythe de Dracula, il y a un passage où le personnage est ramené à Londres, et en fait, il dézingle l'équipage du bateau, et c'est une des scènes fameuses dans le Nosferatu de Murnau, que cette scène du bateau. Donc évidemment, Morbius devient Morbius à l'intérieur du bateau, zigouille l'équipage, et le bateau s'appelle Murnau. Et là, Julien a failli tuer l'écran. Ouais, c'est d'une malhonnêteté, je trouve, horrible, quoi. C'est pareil, tu sens le truc du studio qui dit, attends, peut-être que pour le critique du fond du New York Times, il faut mettre une référence au cinéma expressionniste allemand. Enfin, moi, je trouve ça déplacé dans ce... Moi, je pense que c'est le réel, tu vois. Parce que, à mon avis, si tu veux, c'est dans Incontrôlable, il y avait ce moment, tu sais, dans le film avec, comment il s'appelle, Michael Youn, là, tu sais, qui arrive pas à contrôler son corps, et il arrivait à la clinique Billy Wilder, tu vois, parce que c'est une comédie, tu vois. Et là, c'est la même logique, et tout, je me suis dit, putain, quand... C'était pas la clinique Lubitsch ou Billy Wilder, tu vois, mais en fait, si tu veux, t'es en train de regarder un gros truc de merde et tout, là, et tu vois ça, et tu te dis, ah, d'accord, donc, vous vous situez là, quoi, à peu près, donc ouais. C'est ça, alors, le mec qui vient chez son psy, il s'appelle le Dr Bergman, tu vois. C'est ça. Toi, Stéphane, on t'a pas encore entendu, t'es d'accord avec ce que dit Julien et Rafik? Ah, moi, je suis d'accord, évidemment que je suis d'accord avec eux, j'ai vu le même film, quoi, mais le truc, si tu veux, c'est que non, il y a alors une petite précision peut-être aussi pour parce que en fait j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a, tu vois, à la base le Sony Marvel Universe et puis le MCU, tu vois, de chez Disney, quoi, mais tout ça c'est en train de se rejoindre en fait un petit peu, quoi, puisque donc à la fin de comment dire à la fin il y a la fameuse scène post-générique où comment il s'appelle là, ou Venom non pas Venom, c'est comment il s'appelle, le vautour, tu vois, qui est interprété par Michael Keaton, tu vois, fait sa petite apparition, en apparaissant, si j'ai bien compris, hein, si tu veux, grâce au multiverse, tu sais, grâce aux failles du multiverse, tu vois, qui va voir en fait Morbius et qui lui dit viens, on va se taper Spider-Man. Il me fait ok, et tu sais pas pourquoi il lui dit ok, mais il y va, tu vois. C'est-à-dire Spider-Man, on en parle quasiment jamais, je crois qu'il est mentionné peut-être une fois à un moment donné dans le film, quoi. Il y a le Daily Bugle à un moment. Ouais, c'est ça. Non, mais on sait que ça se passe dans le même univers, mais tu vois, c'est pour dire, enfin, apparemment il y avait une rumeur comme quoi ils ont repoussé le film encore une fois de 3 mois pour intégrer, comment il s'appelle, le Spider-Man, mais interprété par Andrew Garfield, hein. Et bon, ça y est pas, hein, donc ce qui est bien malheureux, parce que je pense qu'en fait on aurait pu aller encore plus loin, quoi, dans ce genre de conneries, quoi. Mais et du coup tout ça est en train c'est censé se rejoindre, et moi je parierais pas sur le beat du film. C'est ça le truc qui est un petit peu, je trouve, étrange, c'est que j'arrive pas à croire que ça puisse convaincre qui que ce soit, mais en fait j'avais exactement le même problème avec Venom. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai vu Venom, je me suis dit c'est pas possible.
ça va pas. Il y a que en Chine peut-être que ça a marché parce que ça ressemble de temps en temps à un Wong Jing, quoi. Tu vois, mais sinon en fait ça va pas marcher, c'est pas possible. Et Venom, il est en train d'intégrer pareil le MCU, tu vois. Donc en fait à un moment donné, tu te dis pourquoi pas Jared Leto, pourquoi pas Jared Leto qui faut quand même le rappeler. Parce que ça on a tendance à l'oublier. Une ordure. Non mais non mais surtout il a interprété le Joker. Ça, il faut pas oublier que, tu vois, je veux dire, il avait interprété le Joker dans Suicide Squad et qu'il était absolument phénoménal de nullité, tu vois, voilà. Là, il est totalement insipide, hein, c'est ça le problème sauf quand il se transforme un petit peu et qu'on lui fait un peu la tronche à Michael Jackson dans Thriller ou un truc comme ça, quoi. Et Raph, il avait une bonne référence sur Matt Smith, c'était qui ? C'était le Son of Mass. Les mecs, ils sont ridicules, quoi. Et non, il y a un nom alors que justement, les gars cherchent à faire du graphisme, on va dire, parce que donc, évidemment, dans les scènes de baston entre ces deux créatures infernales, il y a des ralentis avec des pauses, enfin encore une fois ouais, mais comme dans Daredevil, quoi. Voilà. Enfin comme dans le Daredevil d'il y a 20 ans, quoi. Mais encore une fois, comme ces instantanés ne sont justifiés par rien, c'est encore une en fait, les types oublient toujours sur quelle base ils reposent, en fait. Ils savent qu'ils ont kiffé, justement, tous ces instantanés dans les Spider-Man de Sam Raimi. Mais t'as envie de leur dire, ouais, mais Sam Raimi, lui, il était en train d'aller chercher du côté de Sergei Eisenstein, quoi, si tu veux, ses idées de cinéma. Il était en train d'anoblir un genre qui était déconsidéré, justement, en montrant qu'on pouvait que le meilleur du cinéma pouvait nourrir ce genre-là. Les Spider-Man, ils ressemblent à ça à cause de ça, à cause de cet investissement. Là, les mecs, c'est juste, c'est trop cool les instantanés de Spider-Man, on va les refaire. Oui, mais si tu refais juste un instantané sans savoir sur quoi tu reposes, bah tu fais un truc déconnecté et en l'occurrence ici ridicule parce que tu voudrais faire référence à quelque chose comme ça d'effrayant et de gothique, et tout ce que tu réussis à faire, c'est la fin de The Mask, quoi. Donc avec le bad guy avec sa mâchoire carrée là. Bon. Ouais. Alors il y a quand même un nom, hein, en fait, qu'il faut pointer du doigt, parce que à la fin du à la fin du Spider-Man No Way Home là, t'avais un remerciement global général à Avi Arad, si tu veux, qui est le mec sans qui rien n'aurait pu arriver, etc., ce qui est quand même assez génial, parce que Avi Arad, en fait, si tu regardes à peu près ce qui est réussi dans les films qu'il a produits, qui est donc effectivement, il a initié, on va dire, les productions de X-Men et de Spider-Man, quoi. Mais bon, il y a des noms derrière, il y a Bryan Singer, il y a Sam Raimi, et après, il est aussi responsable donc Daredevil, tu vois, il est responsable d'Electra, il est responsable de X-Men 3, il est responsable de toutes ces merdes, il est responsable du reboot de Spider-Man, tu vois. Donc en fait, le mec, il a son pédigré, on va dire, si tu veux, de super-héros, c'est juste 25 chiottes et 3 chefs-d'œuvre, quoi, tu vois. Donc en fait, Avi Arad, à un moment, il faut arrêter de considérer que c'est lui le papa du super-héros au cinéma, quoi. C'est pas vrai. Et surtout, encore une fois, c'est comme tous les autres, c'est comme s'il y a une faillite, c'est un marchand de tapis, le gars, tu vois. Et en gros, plutôt marchand d'armes, je dirais. Oui, alors certes, mais tu vois, en tout cas, le gars, si tu veux, en fait, cette espèce de comment dire, d'aura qu'on essaye de lui donner, qui, je pense, en fait, lui court derrière parce que justement il s'est fait phagocyter par Kevin Feige, il s'est fait prendre ces projets là en fait pour les emmener chez Disney et tout, quoi. Bah voilà, en fait, en gros c'est et je pense qu'il y a quelque chose qui est totalement irréconciliable d'ailleurs là-dedans, c'est qu'en fait ces deux personnes là apparemment se détestent profondément, et en fait on en arrive à un stade où ce qui est très étrange en fait, c'est que Disney a besoin maintenant de projet, en fait, si tu veux, pour on voit bien qu'ils se font plus chier, ils se disent Venom ça marche, c'est populaire, Deadpool ça marche chez les autres, on les récupère, on les met dans le MCU, on se fait plus chier. Avant ils les recréaient, ces personnages là, on l'a vu dans la bande-annonce de Doctor Strange, on n'a pas encore vu Doctor Strange, tu vois, mais on a vu dans la bande-annonce de Doctor Strange qu'ils reprennent les X-Men de Bryan Singer, c'est-à-dire il y a Patrick Stewart qui va jouer le rôle qui reprend le rôle de Xavier, quoi. Donc en fait tout ça c'est devenu une espèce de machine où tout est absorbé par Disney, tout est absorbé par machin. Et ce personnage de Morbius, à mon avis, si tu veux, peut-être que si jamais il y a un espèce de revival sur ce truc parce que le film ne marcherait pas, tu vois, ils vont le faire apparaître dans un film dans 10 ans. Tu vois, vite fait comme ça, tu vois, enfin, c'est le genre de méthode où rien ne se perd, tu vois, les mecs ils récupèrent ce qu'ils veulent, ils peuvent te balancer ça dans un multiverse et tout. Moi, ce que je dirais qu'il reste du film éventuellement, le truc qui m'a un tout petit peu entre guillemets marqué, c'est un bien grand mot, hein, voilà, parce que c'est effectivement le néant total ce film, quoi. C'est que Rafik a passé beaucoup de temps sur le personnage de Martin, quoi. Mais moi j'ai quand même cette impression à la base que en gros ce personnage là il arrive en fait pour signifier que non mais en fait il est hétéro, hein, Morbius. Tu vois,
il est pas homo, hein, tu vois, il est pas homo avec son pote. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'à la base, en fait, c'était ça le sujet du film, c'est que c'était en fait une relation homosexuelle. Tu dis ça parce qu'ils sont grecs. Non, pas du tout. En fait, je dis ça parce qu'en fait, si tu veux, c'est joué à la Anne Rice. Tu vois, enfin, il y a tout un truc comme ça. Alors justement, moi je trouve que tout ce qui est référence on va dire au gothique, hein, fantastique. Non mais on s'en fout. Je te parle pas du gothique. Moi, je te parle du look du mec. Tu vois, c'est-à-dire les cheveux longs avec la barbe. Tu vois tout le délire qu'ils ont entre eux. Tu vois, il y a un truc. C'était le côté rockstar de l'autre andouille. J'ai pas du tout perçu ça aussi. Ah ouais. Je crois que j'ai rien bah, perçu. Toi, tu voyais. Je suis toujours parti de cet épisode. Hein, non, moi je le voyais comme une relation homosexuelle, si tu veux, où le studio a fait non, en fait, vous pouvez pas faire ça là, vous pouvez pas raconter ça en fait, tu vois, même de manière larvée, hein, même de manière larvée. Peur de ça, au contraire, ça aurait donné quelque chose de vivant dans le alors truc, le studio ou les acteurs, je sais pas, tu vois, enfin peu importe, mais en tout cas, parce que c'est aussi, tu vois, le truc c'est que c'est pas un film actuel en fait, hein, Morbius, faut le dire, hein. C'est que si vous pensez que vous allez voir un spectacle effectivement comme je sais pas moi le dernier Spider-Man ou même Venom 2, hein, pour peu que ça vous convienne, tu vois, Morbius c'est encore un cran en dessous, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra ringard, mais de A à Z, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je cite, tu vois, quand Rafik dit oui, Espinosa c'est le mec qui filme ce qui a été fait la veille, tu vois, non, il filme ce qui a été fait il y a 20 ans, tu vois, dans celui-là, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, disons-le, hein, il n'y a pas d'autres mots pour dire que c'est une merde, en fait, si tu veux, c'est vraiment de la merde le film, quoi. Mais par contre, je serais très, comment dire, ça m'intéresse de savoir comment le film va fonctionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, encore une fois, qu'est-ce qui fait à ce point peur avec l'émotion quelle qu'elle soit, parce que les mauvais films, ça c'est parce que t'as pas vu assez de MCU, oui, je sais en fait. bien, mais justement, mais les mauvais films, on va dire du passé, étaient mauvais parce que caricaturaux, parce qu'ils tombaient dans l'excès, parce que etc. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on se débarrasse aujourd'hui à ce point de tout ce qui peut éveiller quoi que ce soit. Mais parce que ça peut potentiellement faire débat, et que ces films-là, c'est un truc dont on a parlé sur tous les MCU depuis des années. Ces films-là, c'est des films de comité. Donc si t'as Martin du 5e qui est au fond et qui a été un petit peu choqué sur le truc, paf, on biffe, on vire la scène. Et on en arrive là. C'est comme ça qu'on arrive à Uncharted, c'est comme ça qu'on arrive à tous ces trucs-là. À des personnages qui ne peuvent absolument pas faire d'erreur, alors que c'est la base même d'une dramaturgie, c'est que le héros ou l'héroïne fasse une connerie et donc s'en prenne plein la gueule, quoi. Et puis ça se voudrait, c'est-à-dire quand tu parles d'émotions, c'est pas que des émotions, tu vois, par exemple la relationnelle entre les personnages, tu vois, c'est aussi le fait que là, on est dans un versant un peu horrifique, vampirique, etc. Horrifique, t'es gentil. Non mais ça se voudrait être ça, et ça l'est pas parce que tout est phagocyté au montage, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une morsure, dès qu'il va y avoir un truc, dès qu'il va y avoir un machin, ça marche plus en fait. Il est censé avoir une culpabilité. Le personnage est quand même au départ, à un moment donné dans l'histoire, je spoil, mais persuadé d'avoir tué une infirmière, quoi, dans l'hôpital. Et c'est pas lui. Spoil. Mais je trouve que c'est pas lui. T'es là, tu fais bon, bah c'est bon, il arrive quelque chose à ce mec, tu vois. Enfin, non, c'est pas lui. Mais je crois qu'on est même pas. Je me souviens tellement mal du film. Il y a même pas de jumpscare vraiment en fait dans ce truc. Si un petit peu vaguement. Bah dans cette séquence, il joue avec la lumière du couloir là, tu vois. Mais ça se voudrait horrifique, tu vois, cette scène. C'est hyper schmoll quoi. Enfin, c'est étonnant pour un truc comme ça de pas faire 2-3 vrais. Il y a plein de cheap tricks et puis là cette séquence là de l'infirmière, basiquement il a repris tout un truc de Darkness. En fait, il a fait un livre dessus. C'est dans le Darkness. L'histoire du couloir avec les lumières, c'était Darkness de Balaguerro qui avait beaucoup fait ça. C'est un trope, hein. Ouais. Mais alors, je vais anticiper parce que je sais qu'on va se prendre des remarques de personne n'a aimé chez vous, mais pourquoi est-ce que vous continuez à traiter ce en fait, qu'ils appellent, s'il y a un mec qui a aimé, mais il appelle et il laisse son message. Alors moi, je veux bien l'entendre. C'est vachement bien joué. Je veux juste qu'on explique pourquoi, parce que c'est vrai que on peut se le demander légitimement. Pourquoi est-ce qu'on continue, nous, à s'infliger ça, alors que manifestement, on a tous passé un mauvais moment. C'est clair. Alors moi, je peux répondre. Moi, je me suis infligé ça parce que Stéphane était désespéré. Parce que Julien m'a dit qu'il voulait pas venir, et finalement Julien est venu. Et moi, et Marie était pas là. C'est parce que Stéphane était désespéré et que je me suis dit non, il faut que j'y aille parce que c'est notre. Et moi, j'étais désespéré, je leur ai dit venez voir, ça va être sympa. Et Stéphane a voulu le faire parce que c'est la grosse sortie du mercredi au lieu de faire une
petits trucs et tout. C'est dramatique, mais il faut que les gens le sachent aussi. C'est-à-dire que si on choisit un petit truc... Non, mais c'est la vérité, il faut le dire aussi aux gens. C'est-à-dire que si on parle d'une petite sortie, je sais pas, moi, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait, mais sur une plateforme, un truc un peu obscur et tout, ça fera moins de vues aussi que ça, parce que ça, c'est ça qui fait l'actu ce mercredi. C'est aussi bête que ça, on est prisonnier aussi de cette actu-là. Et c'est surtout, en fait, c'est dans à la base, encore une fois, au-delà de la qualité du film, parce que ça, c'est à la limite, on n'est pas censé le savoir, entre guillemets. Maintenant, on se doute, hein, évidemment, que le film, ça va être une crotte avant d'aller le voir, mais genre, après, on vérifie sur place, quoi, c'est ça le truc. Mais il part avec une lueur d'espoir. Alors, moi, non, hein, je peux pas dire que je partais avec une lueur d'espoir, mais à la limite, encore une fois, je juge sur pièce, quoi, tu vois. Le seul truc, c'est que, globalement, c'est censé être les films qu'on traite. C'est-à-dire que, je veux dire, partons du principe que, en fait, ça soit réussi. Bah en fait on le traiterait c'est un film de vampire, un blockbuster, c'est notre cam. C'est ça qui a mis de passer. Rafik il adore Jared Leto. Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a un truc fondamental aussi qu'on oublie à chaque fois dans tous ces films là et tout, c'est que nous, c'est pour ça qu'on aime le cinéma, hein. Moi, j'aime pas le cinéma à la base pour... Raph, il a cité Eisenstein et tout. Je suis un fan d'Eisenstein, j'adore. Mais c'est pas la base. Moi, la base, c'est les trucs qui font boum, avec des monstres qui font greux, et puis des mouvements de caméra qui font pouit. Moi, c'est ça que j'aime au cinéma. Donc, j'y vais normalement à ces trucs-là. C'est quand même dingue que toute cette saga de films et que l'État d'Hollywood me fasse que j'y vais en traînant des pieds. Moi, j'aurais une machine à voyager dans le temps, je dirais au petit Julien de 13 ans, tu sais mon gars, quand tu vas aller voir Morbus en avant-première, avant tous les copains et tout, dans une belle salle et tout, tu seras pas content, il l'aurait pas cru le môme. Mais c'est tellement triste en fait. Je ne pense pas moi que je sois blasé ou que j'ai des préjugés sur ces trucs-là. C'est pas vrai. Je vois souvent les attaques dans les commentaires sur les épisodes concernant les super-héros auxquels je ne participe pas et dont je vois mes collègues s'en prendre effectivement plein la gueule par des gens qui souvent semblent oublier que effectivement ils les ont tous vus, c'est-à-dire que depuis les années 70, Julien, Steph se sont bouffés tout ce qui portait un costume de non seulement de super-héros occidental, de tokusatsu japonais, de trucs turcs complètement obscurs, parce qu'effectivement, comme le rappelle Julien, c'est leur culture. Pendant des années, on a eu un manque là-dessus. J'allais louer la cassette vidéo de Style. Et Brace. C'était ça, c'est ça ma vie avant. C'était dur. Avec Shaquille O'Neal, quoi. Mais en fait, il faut aussi dire un autre truc, c'est que, alors bon, je pense qu'on va pas être les seuls à le dire, hein, si tu veux, sur un truc comme ça, mais en fait, il y a quand même un paradoxe total à essayer de te vendre un film sur un personnage, si tu veux, qui est un peu obscur. Mais ça, à la limite, on s'est rendu compte que Marvel arrivait très bien à le faire, tu vois, les Gardiens de la Galaxie, personne connaissait avant que ça sorte, tu vois, putain, sur le coup, tout le monde kiffe, tu vois. Donc très bien, enfin tout le monde, pas nous, mais les gens kiffent, tu vois, le public kiffe, donc c'est possible. Tu vois, mais le vrai paradoxe, c'est d'aller chercher un personnage comme Morbius qui est censé être un méchant, si tu veux. En plus, c'est vrai, un méchant un peu de seconde zone, hein, dans Spider-Man, tu vois. Tragique, pour faire un gentil neuneu, quoi, tu vois, voilà, si tu veux. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'à un moment, en fait, il faut bien qu'on le dise à un moment donné, mais les gars, ça n'a aucun sens, en fait, cette espèce de... et je vais utiliser le terme à l'ancienne, en fait, même pas dans le système même de hollywoodien, c'est cette espèce de Disneyification totale, en fait, si tu veux, de ce qu'on raconte, c'est-à-dire de mettre à un niveau, tu vois, super bas, tu vois, les enjeux pour que un gosse de 7 ans ne soit pas choqué par ce qui se passe, tu vois. Et pourtant, ce n'est pas Disney derrière, c'est toujours Sony. Non, bien sûr, mais je parlais pas de ça, je parlais de Disneyification comme si on te disait, bah voilà, je sais pas moi, tu vois... J'ai bien compris, ouais, mais... On faisait un truc pour les gosses, quoi. J'ai l'impression que Sony est en train d'essayer de rentrer en concurrence avec le Disney. cinéma tout entier essaye de rentrer en concurrence avec ce qui se fait. Et Brace yourself, ça ne va pas s'arrêter là, puisque on a Kraven qui sort l'année prochaine. Toujours dans l'univers étendu Sony Spider-Man. Mais ça, tu sais pourquoi c'est parce qu'en fait, ils veulent pas perdre les droits du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les droits de Spider-Man en soi, mais en fait, ils ont aussi les droits de tous les méchants rattachés à Spider-Man. Du coup, ils font plein de spin-offs de merde, si tu veux, pour ne pas perdre les droits et qui retourneraient chez Marvel et donc chez Disney. Également Madame Web et Spider-Woman qui sont en production actuellement, enfin en développement actuellement. En fait, ce qui est dramatique, c'est que des vilaines dérives d'Hollywood, il y en a toujours eu. Toujours. Celle-là, elle dure. Et elle dure et le public continue à répondre présent, quoi. Et c'est vrai que c'est un effet mais
profondément néfaste sur l'industrie. Ça, avec en plus ce qui s'est passé avec les multiples confinements et le Covid et l'émergence de toutes les plateformes et tout, c'est vrai que là, au moment où on enregistre, on est au lendemain des Oscars, et Rafik en parlait juste avant l'enregistrement, c'est vrai que on assiste à quelque chose de funeste là. Moi, je suis pas, je déteste dire c'était mieux avant. Je déteste ça, et je déteste l'espèce de posture un peu pessimiste et tout. On est tous foutus. Mais c'est un peu dur quand même d'y résister. Ça. C'est vrai, quand tu sors d'un truc comme ça, tu te dis putain merde. C'est pas le cinéma qui est en train de mourir, mais c'est vrai que la question d'Hollywood. Oui, c'est vraiment la question, exactement. Hollywood, et on a quand même l'espoir que peut-être en fait justement comment dire, les choses changent, quoi, tout simplement. Alors c'est pas pour ça qu'on va voir ça, mais c'est pour ça qu'on continue à faire ces émissions. On va continuer. Ça viendra aussi du public. Et on espère que au bout d'un moment ça changera. En attendant, n'y allez pas. si vous voulez vous faire votre propre avis malgré tout, Morbius est sorti en salle le 30 mars. Non, n'y allez pas. Laissez pas de message, c'est trop. Faites pas ça. Si jamais on vous a vraiment dégoûté et que vous n'avez pas envie de voir Morbius de toute façon, on a plus intéressant à vous proposer. L'équipe de Capture a eu carte blanche pour proposer sa sélection de films préférés sur la plateforme filmotv.fr. Quelle magnifique transition, Clémence, bravo. N'est-ce pas ? Ouais. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas être déçus. Ce ne sont que des films qui ont été appréciés par l'équipe. Mais sinon, les gens, ils peuvent appeler le répondeur, et au lieu de faire une critique de Morbius, ils donnent une recette, comme j'avais fait pour Venom 2. Le Kunyaman par... Voilà. Comme ça, vous y allez pas, vous nous laissez quand même un message, c'est sympa, quoi. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Vous avez vu Morbius cette semaine et vous avez des choses à dire. Ça tombe bien, on a vraiment très envie de vous entendre. Surtout si le film vous a plu, on aimerait bien avoir des avis contraires. Et si votre maman vous donne l'autorisation de nous laisser un message, parce que je pense que si vous avez plus de 12 ans, ça vous a pas plu. Bon, pour ça, c'est très simple. Enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltempourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis pour nous soutenir, pour qu'on garde notre liberté et notre indépendance, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve, pas la semaine prochaine, un peu plus tard cette semaine, puisque Morbius c'était pas génial, on s'est dit qu'on allait traiter autre chose. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de Sale temps pour un film. Salut!